Nouvelle-Calédonie, actualité. Les élèves de l'école Daniel Mathieu à Bouloupari pourraient être victimes d'empoisonnement. Les parents des écoliers montaient au créneau ce matin pour une suspicion d'intoxication alimentaire à la base. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Les explications dans quelques instants. Le lycée d'Ikikewe au Grand Nouméa en province sud se penche sur l'égalité filles-garçons et sur la lutte contre les stéréotypes de genre. Une mission de sensibilisation auprès des élèves durant 15 jours. Nous verrons comment l'établissement procède. Baisser d'au moins 30% la consommation énergétique publique carbonée d'ici 2030, c'est ce que prévoit le gouvernement du pays. Quel est le rôle des communes dans ce nouveau schéma de transition énergétique? Réponse dans quelques instants. Et enfin, planter tarot, une manne non négligeable pour le portefeuille des mamans de Poneriouin. La semaine dédiée à ces produits continue jusqu'à samedi prochain. Marie Solange, à l'initiative de cet événement à la tribu de l'Embouchure, nous ouvre les portes. Je vous le disais en titre, les élèves de l'école Daniel Mathieu à Bouloupari pourraient être victimes d'empoisonnement. Les parents des écoliers montaient au créneau ce matin pour une suspicion d'intoxication alimentaire à la base. Au vu des premiers résultats d'analyse du CIVAP, l'intoxication alimentaire est écartée. Sur place, notre journaliste du centre, Anissa Toussi. J'ai trouvé mon fils courbé, il vomissait, il me disait qu'il avait mal à la poitrine. Enfin, au niveau de l'estomac, en haut, il se tenait le ventre et puis il me disait qu'il avait mal, Vraiment, le plateau, ça sentait déjà une odeur de parfum pourri, il me disait ça. J'ai regardé d'abord tous les enfants autour et là, j'ai demandé à ma cousine qui, elle, est cantinière en bas, je lui ai demandé « Il est où Tani? Il y a quoi ?» Et elle a fait « Mais il est juste là. » Et quand j'ai tourné la tête, mon neveu, il était par terre. Je lui ai demandé ce qui s'était passé en bref. Elle m'a dit il est sorti, il ne se sentait pas bien et elle a couru derrière pour aller le récupérer en fait. Parce qu'à partir du moment où il a vomi, elle m'a expliqué qu'il l'a rattrapé parce qu'il est tombé direct. Il faut savoir que mon neveu il a un souffle au cœur. Du coup, je ne savais pas si c'était un rapport ou si c'est comment. Après, chaque personne réagit d'une façon différente. Des mamans encore sous le choc après l'incident de jeudi dernier à la cantine de l'école Daniel Mathieu à Bouloupari. Une cinquantaine d'enfants s'étaient plaints de douleurs à l'estomac après avoir pris leur repas de midi à la cantine. Ce matin, devant la mairie de Bouloupari, une trentaine de personnes s'est mobilisée pour demander les premiers résultats d'analyse du CIVAP et interpeller la mairie concernant l'hygiène et la sécurité de la cantine. Depuis presque un an, l'association de parents d'élèves a signalé plusieurs anomalies au sein de la structure. On demande aux maires maintenant, avant qu'il n'arrive autre chose de plus grave à ces enfants-là, de faire le nécessaire. Donc on ne pourra pas nous dire qu'aujourd'hui l'APE n'a pas prévenu pendant ces un an ou les a pas interpellés. Donc n'attendons pas qu'il y ait un mort pour se lever, pour s'agiter, courir partout et puis voilà. On ne peut pas laisser nos enfants retourner manger à la cantine alors qu'on n'a pas les résultats des analyses de ce qui s'est passé. Aux alentours de 10h30, parents d'élèves et syndicats sont reçus par le maire de la commune. Il leur expose les premiers résultats des inspections menées par le CIVAP jeudi, suite au signalement de suspicion d'intoxication alimentaire. Nous avons reçu vendredi soir un mail du CIVAP qui a déjà investigué sur l'hygiène, donc il nous dit que l'hygiène est correcte. Ils ont fait des analyses d'histamine, ils nous disent que les analyses sont correctes et donc on attend maintenant les analyses bactériologiques qui doivent arriver dans la semaine. Les analyses ne nous permettent pas encore de dire de quoi il s'agit. Ce qui nous inquiète, c'est que les constatations des médecins disent que les symptômes ne correspondent pas aux symptômes d'une intoxication alimentaire, mais que ça correspond plus à des symptômes d'empoisonnement avec des produits toxiques. Il y a des analyses qui vont être faites, il y a une enquête de gendarmerie qui est ouverte
Le problème, c'est qu'on risque de devoir attendre que les analyses soient faites en métropole, puisqu'apparemment, pour ce type de produits toxiques, les analyses ne peuvent pas être faites en Nouvelle-Calédonie. De nouvelles inspections auront lieu cette semaine. Le maire s'engage à mettre en œuvre des travaux pendant les 15 jours de vacances scolaires qui arrivent pour améliorer l'hygiène de la cantine et les conditions d'accueil des élèves en suivant les recommandations du CIVAP. La cantine scolaire a rouvert ses portes aujourd'hui. Cependant, de nombreux parents ont préféré récupérer leurs enfants à l'heure du midi pour déjeuner avec eux. Certains n'ont pas souhaité envoyer leurs enfants à l'école ce mardi. Santé, toujours une certaine saturation se fait sentir au service des urgences du pôle sanitaire du Nord à Koné, confronté au départ et au congé de médecins libéraux et à l'absence de généralistes dans certains dispensaires provinciaux. Les patients affluent. Écoutez les précisions de Jean-Paul Thiran, chef de service, et de l'antenne du SMUR au micro de Mathieu Le Barbier. Les gens, pour des problèmes de médecine générale, viennent dans le service des urgences parce que c'est un service qui accueille tout le monde 24 heures sur 24. Le seul problème, c'est que nous sommes des urgentistes, nous sommes spécialisés en urgence. Alors la consigne de passer à la population, ce serait d'essayer de voir un médecin généraliste si possible, d'aller dans les CMS si possible. À côté de ça, nous sommes prêts à accueillir n'importe qui, c'est pas le problème. C'est que, par exemple, on va pas voir un chirurgien quand on a une angine, on va pas voir un ophtalmo quand on a mal à une oreille, et pourtant tout le monde vient nous voir alors que nous sommes des urgentistes et nous sommes spécialisés en urgence. Éducation à présent, sensibiliser les lycéens à l'égalité filles-garçons et lutter contre les stéréotypes de genre. C'est la mission que s'est donnée le lycée d'Ikekoué au centre, au Grand Nouméa, en province sud, du 22 mai au 2 juin. Depuis 4 ans, l'établissement dédie une quinzaine de jours d'animation et d'ateliers à cette thématique. Maëlys Vézir s'est rendue sur place. Est-ce que vous savez de combien de pourcents une femme gagne de moins qu'un homme? 25. De moins. 10. Moins. 15. 5. 2. 16. 16. Prêt. 17. Un peu plus de 17. 18. Une femme gagne 18% de moins qu'un homme. Pendant 1 heure, cette classe de seconde du lycée d'Ikekoué a appris de façon ludique à identifier les inégalités et les stéréotypes de genre pour mieux les combattre. Elle était très instructive pour nous apprendre comment les femmes vivent ces galères tous les jours, que ce soit par rapport au salaire ou aux discriminations, comment les hommes les regardent et comment tout le monde les juge. Ça nous a permis de comprendre que les femmes, elles étaient jamais égales aux hommes. Ça fait du bien aussi de savoir que les garçons, ils écoutent ça et qu'on n'est pas les seuls à l'affronter. Je trouvais intéressant de savoir ce que les femmes ils ont enduré et que nous, en tant qu'hommes, on peut aussi prendre part à ce combat. Organisé par le Centre d'information aux droits des femmes de la province sud, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. Un enjeu majeur encore loin d'être acquis dans le milieu scolaire, selon Adeline Aignon, professeure et référente de l'événement. C'est vrai qu'au quotidien, on se rend compte que certains élèves pensent que tout est acquis, qu'il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit, que les femmes et les hommes sont désormais égaux devant la loi, donc il n'y a plus d'inégalité. Puis il y a encore des élèves qui ont des propos, souvent parfois misogynes, sexistes en tout cas, et donc il y a encore du travail à faire, quoi. Les élèves de première, eux, ont assisté à différentes rencontres, notamment sur la mixité au sein des métiers. Yoann Béraud, l'un des seuls infirmiers puériculteurs du Caillou, a témoigné de son parcours. Qui étaient les premières infirmières? Les femmes de l'église. C'est vrai que le but de l'intervention, c'est que ce soit avec des échanges. Quand on fait une profession qui est majoritairement féminine, c'est pas forcément évident. On peut avoir certaines réflexions et c'est aussi les rassurer sur le fait que malgré les réflexions, on peut quand même arriver à être quelqu'un de compétent dans ce qu'on envisage de faire, qu'on soit un homme dans un métier féminin ou une femme dans un métier d'homme, et qui se laisse pas marcher dessus, qui fassent ce que eux ont envie de faire dans leur vie, quoi. En parallèle des ateliers et des rencontres, des ciné-débats, des théâtres-forums ou encore des jeux informatiques sont proposés aux lycéens et lycéennes jusqu'à vendredi.
La première commission spéciale dédiée au RUAM s'est tenue ce matin. Ce groupe de travail a été créé dans le cadre du protocole d'accord signé le 10 mars entre le porteur de réforme du RUAM, l'éveil océanien et les chambres consulaires. Après plusieurs jours de mobilisation, ce nouvel organisme a pour mission de retravailler la proposition de loi du pays sur la modernisation du RUAM déposée sur le bureau du Congrès par l'éveil océanien. Les ajustements de textes de loi devront être présentés avant le 31 décembre 2023. On écoute Veima Falaheo, l'une des présidentes de la commission spéciale, au micro de Michel Pimbé. Aujourd'hui, c'est comment on avance. Donc, il y a des propositions qui avaient été faites par mon mouvement politique, l'éveil océanien. Ce matin, on a discuté de la méthodologie, du calendrier, des données, des chiffres que nous avons besoin, notamment de la CAFAT. Et l'idée, c'est qu'on puisse partir sur une présentation claire pour pouvoir ensuite aborder les propositions de texte et envisager éventuellement d'autres propositions émanant des groupes politiques du Congrès. Je pense qu'on a tous conscience de cela et qu'il faut avancer de manière consensuelle et de manière méthodique. Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble était aussi présent. L'organisation politique loyaliste était pourtant la seule à avoir voté contre la création de cette commission spéciale. On l'écoute. On était contre une commission qui ne s'attaquerait qu'à une seule facette du problème, celle des recettes, encore une fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, et personnellement, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'aborder toutes les dimensions du problème. Est-ce que on va y arriver ? Je veux croire quand même que ça fait suffisamment longtemps qu'on parle du déficit du RUAM, suffisamment longtemps que ça préoccupe tout le monde, les acteurs institutionnels, syndicaux, administratifs, les Calédoniens, pour que, même si ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, on se donne le temps d'enfin dégager des pistes de solutions qui soient pérennes, et pas chaque année qu'on revienne à se poser la question de savoir comment on va équilibrer le régime et le système. Certes, ça peut prendre du temps, certes, toutes les solutions ne vont peut-être pas être trouvées tout de suite, mais je pense que plus on se verra dans cette commission, j'espère en tout cas, plus on se mettra d'accord sur les différents axes de travail, plus on a des chances de régler effectivement ce problème de manière durable. Voilà, une nouvelle réunion aura lieu dans 15 jours. Toujours à Calédonie Ensemble, justement, Philippe Gomez, Philippe Michel et Martine Lagneau devront s'exprimer devant la justice, ainsi que 2 autres élus de la province sud. Une audience correctionnelle est prévue le 12 décembre prochain concernant les suspicions d'emploi fictif entre 2014 et 2018. Sollicité par nos soins, Philippe Michel s'est refusé à toute déclaration. Dans l'actualité également, l'information a été officialisée ce matin par le Haut-Saria. Un nouveau commissaire délégué de la République a été nommé le 23 mai pour la province Nord. Il s'agit de Frédéric Bouteille. Jusqu'alors sous-préfet de l'Isère, il était directeur de cabinet de Laurent Prévost. Ce nom évoque sans doute quelque chose aux Calédoniens puisque ce préfet a été haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie de 2019 à 2021. Attendu prochainement à Koné, Frédéric Bouteille succède à Annick Baye. Cette dernière a été nommée directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en avril. Baisser d'au moins 30% la consommation énergétique publique carbonée d'ici 2030. Voilà l'un des objectifs du nouveau schéma de transition énergétique porté par le gouvernement. Alors, quel rôle jouent les communes dans la relève de ce défi ? Alors, quels problèmes rencontrent-elles ? Le reportage d'Anna Mazar-Pirodon. Panneaux solaires ou encore bornes de recharge de véhicules. Avec ces installations, la commune du Mont-d'Or s'estime pionnière en matière de transition énergétique. Depuis 4 ans, la ville a réalisé une baisse de 12% de sa consommation électrique carbonée. Depuis plusieurs années, nous avons la chance d'avoir à peu près sur notre commune quasiment la moitié de la consommation de la ville qui est produite sous forme d'énergie renouvelable, que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien. Cette transition énergétique, la commune du Mont-d'Or l'a entreprise depuis plusieurs années, notamment avec l'aide du gouvernement.
Ce qu'on veut vraiment, c'est de s'appuyer sur les communes parce que c'est des collectivités de proximité et que cette transition énergétique, elle ne doit pas être réservée à une élite, à la métallurgie. Elle doit être pour l'ensemble des concitoyens. Et avec un coût des énergies renouvelables de plus en plus compétitif, les communes ont un argument supplémentaire pour entreprendre leur transition. On l'a vu notamment avec l'augmentation du coût des énergies fossiles depuis la crise en Ukraine, l'augmentation du coût des imports. Tout ça fait que finalement les énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, a un coût moindre maintenant que les énergies importées. Donc on a véritablement on avait une obligation environnementale, écologique, énergétique, et maintenant on a une obligation économique. C'est vrai que c'est un coût, mais que sur le fonctionnement, on le ressent tout de suite. Et les financements qu'on dégage en économie sur le fonctionnement, ça nous permet de réaliser d'autres infrastructures pour le bien de la population. Sur des bâtiments comme des bureaux qui sont utilisés qu'en journée, en fait, c'est vraiment une hérésie comptable de ne pas mettre de panneaux solaires pour annuler ces consos, parce que la production solaire, elle est en journée, les consos, elles sont en journée, à part quelques serveurs ou quelques frigos qui vont tourner la nuit. Aujourd'hui, c'est effectivement les problématiques qui se posent, c'est le stockage, puisque le photovoltaïque, c'est une très bonne énergie, mais par contre, ça fonctionne que la journée par définition. Donc aujourd'hui, se pose la question des batteries, se pose la question d'autres systèmes de stockage, et ça, c'est véritablement l'enjeu des années à venir en termes de transition énergétique. Un enjeu que certaines communes, comme celle de Bouloupari, ont déjà commencé à envisager de manière concrète. La commune se dote de l'une des plus grandes centrales solaires avec stockage de France. Le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.